Ezeis, Rita Henson, Rouzès Group et 3DS Group sont heureux de vous présenter Carré VIP. Bonjour à tous, bienvenue dans Carré VIP, c'est, vous le savez maintenant, le cercle privé où les stars de la culture, du sport, des médias échangent avec les directeurs de l'environnement de travail et de l'immobilier d'entreprise. Alors, le thème du jour, c'est quelles sont les petites victoires dans l'environnement de travail et de l'immobilier. Justement, petite victoire, c'est d'ailleurs un terme dans le jargon des directeurs immobiliers quand une étape est franchie. Ces petites victoires, elles sont nombreuses, gratifiantes, mais souvent laissées dans l'ombre, comme ces femmes et ces hommes qui les fabriquent. Pourtant, ce sont des succès du quotidien qui donnent une dynamique positive et stimulante dans les entreprises. Et aujourd'hui, on va parler de celles qui sont magnifiquement mises en lumière dans le film Les Petites Victoires. Et ces thématiques, ce sont justement les femmes et les hommes de l'ombre, l'illettrisme et l'intégration des seniors, ce qui nous permettra de faire bien évidemment un parallèle avec l'entreprise. Et pour en parler, eh bien, on a la chance d'accueillir la réalisatrice et le scénariste des Petites Victoires, Mélanie Offray. Mickaël Souhaité, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Mais oui, pareillement. J'ai pris un pied dingue à regarder votre film. C'est chouette. Et pour nos entreprises, eh bien, c'est avec Benoît Crouzatier et Romain Bosch. Bonjour les garçons. Bonjour Alexandre. Tout va bien? Ça va. Benoît, on rappelle, vous êtes dirigeant d'Ezeis, la référence du Facility Management. Pour rappeler et résumer vos expertises, Benoît. Alors, expertise en Facility Management, donc pilotage de l'ensemble des services au sein d'un bâtiment, et puis également maintenance technique, seconde œuvre, nettoyage, dératisation. Sécurité également. Merci. Romain, chez Rita Henson, vous êtes spécialisé dans le second œuvre, plus précisément. Alors donc oui, effectivement, spécialisé dans le second œuvre, dans l'environnement de travail, les espaces de vie. On rénove des hôpitaux, des environnements de travail type bureau, tertiaire. Nos technicités particulières, c'est peinture, revêtement de sol sur tout ce qui est environnement de bureau, avec des intégrations de moquettes, PVC, papier peint et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite sur les espaces de vie typés santé, EHPAD, on a un accompagnement qui est beaucoup plus global. Rendre plus agréable ces lieux de travail, ces lieux de vie. Exactement. Également. Mélanie et Mickaël, votre film a été porté, pour ceux qui l'ont vu, par Michel Blanc et Julia Piaton. Petite pensée pour Michel Blanc. C'est un film qui a vraiment extrêmement bien marché, qui a conquis le public. C'était en 2023, quasiment 1 million d'entrées en salle. Ouais. Donc ça, c'est un vrai succès en cinéma en France. Un feel-good movie récompensé en plus de ça par le prix spécial du jury et le prix du public au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Double succès. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, eh bien, je vous le recommande. C'est vraiment effectivement un feel-good movie. Ça fait du bien, surtout en ce moment. Il est disponible en achat et en location sur Canal et d'autres plateformes. Alors, si on peut, pour ceux qui ne l'ont pas vu, faire le pitch justement de ce magnifique film. Qui se lance? Bon, allez, je me lance. Le scénariste. Alors, le scénariste se lance. Eh bien, le pitch, c'est l'histoire d'une jeune mère M-A-I-R-E, d'un petit village en Bretagne qui est un petit peu, qui essaye de maintenir son village, qui est un peu victime de la désertification. Et en plus, elle est institutrice, toujours dans ce village. Et elle découvre qu'un de ses administrés, qui est un peu le vieux ronchon qui embête tout le monde, en fait, le drame de cet homme, c'est qu'il est illettré. Et qu'une fois que cet homme a été outé, je dirais, eh bien, il tape l'incruste dans l'école et il dit, bon, ben, maintenant, il faut m'apprendre à lire. Donc, elle, qui a déjà beaucoup de choses à faire, doit en plus gérer cet élève un petit peu particulier, on va dire. Et en fait, ben, l'histoire, c'est vraiment l'histoire d'une amitié qui va naître et comment chacun va s'apporter des choses mutuellement et changer peut-être un peu le destin aussi de ce petit village. Quoi, voilà. Et cet homme, Michel Blanc, qui peut l'aider justement aussi à garder l'école au sein de son village. Exactement. Parce qu'il y a l'enjeu, voilà, tout à fait. C'est ça. Oui, tout à fait. Il y a l'école est menacée à un moment. Toi, tu écris, et tu réalises les images. Et bien, rien de tel que des images, la bande-annonce de ce film, pour en savoir un petit peu plus. J'ai une bonne nouvelle. Je me suis arrangée avec la boulangerie de Boirec. On peut vendre leur pain ici. Ah, je conteste pas, Alice, mais pourquoi on rouvre pas le bistrot? Je crois qu'on détient le record départemental de retraite permis par habitant.
Tu l'as toujours, ta tireuse? Qu'est-ce que je vois, Madame le maire? Qui est enterré à côté de mon Marcel? Cette garce de Georgette Moreau. Et alors? Elle a toujours tourné autour de mon mari. Bordel, il y a un trou comme ça dans la chaussée. On attend son tour. Oh, ta gueule, la cocu. J'ai failli esquinter ma bagnole, faut me réparer ça. Allez, on range les vélos. Oh non! Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vais apprendre. Pourquoi tu sais pas lire? C'est jamais rentré dans ma tête et puis après j'ai oublié. A, U. Non. A-U, ça fait O. Bah non, ça fait AU. Ah non, ça fait O. Et PH, ça fait F. Non, tu déconnes. Non. Tu sais même pas tenir ton crayon, bouffon. Et toi, t'es moche comme ton père. Quel naze. Crétin. T'as Émile Menou à l'école. T'es trop gentille, hein, Alice. Et on lève bien les genoux. Lève les genoux, je te les pète. On peut vivre sans richesse. Oh merde, la voilà. Francis, la tireuse, allez, oh! Allez les gars! Salut, ça va? Ah, Patrick, ça va, Madame toi? le maire. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses. Vous avez vu ma dictée? Presque sans faute. Juste 12. Monsieur Menou, la cigarette? Bah c'est la récré. Justement, on va parler des femmes et des hommes de l'ombre dans votre film. Il y a bien évidemment Julia Piaton qui interprète une jeune femme, comme tu le disais, Mickaël, tout à l'heure, mère de son village et institutrice dans la petite école. Mais on va plutôt s'intéresser à celles et ceux qui, dans le milieu du cinéma, comme dans l'entreprise, eh bien, ne sont pas forcément sous le feu des projecteurs, mais qui sont un rouage essentiel des victoires. Et dans le cinéma, on peut entre autres penser aux coiffeurs, aux maquilleurs, qui sont, je ne crois pas, récompensés d'ailleurs au César. Mais aujourd'hui, eh bien, on va parler de vous, on va parler des scénaristes. Vous êtes les créateurs essentiels avant et pendant le tournage. Mélanie et Mickaël, comment ça se passe? C'est quoi ce métier de scénariste? Alors, le métier de scénariste, c'est-à-dire que c'est démarré au moment où il n'y a encore rien. C'est-à-dire qu'on arrive, il y a un désir, une idée, un point de départ, mais après, il y a tout à faire, quoi. Donc ça prend, et ça peut prendre 1 an, 2 ans, enfin, c'est là où c'est assez compliqué. On a, oui, juste un point de départ, quoi. Et après, il y a un travail, faire des recherches, surtout Mélanie adore faire ça, justement, d'aller sur le terrain pour trouver des tas d'idées, et puis après, il faut organiser tout ça, créer les personnages. Et c'est vrai que oui, alors invisible, oui, c'est vrai que c'est pas la partie, on fait pas de making-of sur les scénarios, quoi. Vous travaillez en duo, vous avez travaillé en duo justement là-dessus? Ah, on a tout fait ensemble avec Mickaël. C'est vrai que je suis arrivée, il y avait juste un petit pitch qui faisait 4 lignes. J'avais vu un article comme quoi un maire d'un petit village en fait allait perdre son école par faute d'effectifs parce qu'il manquait que 5 élèves. Ouais. Et le jour de l'école, ces 5 élèves manquants étaient présents et c'était des moutons. Et donc j'ai dit à mes producteurs, et si au lieu que ça soit des moutons, et si c'était des personnes qui retournaient apprendre à lire et écrire. Ouais. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a 2 thèmes qui en sont ressortis. Il y avait l'illettrisme et le rôle des maires dans les petites communes. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai été pitcher ça à Mickaël. Mickaël, ça lui a parlé, ça l'a emballé. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on j'entame une étape que j'adore, où je vais partir sur le terrain, faire un vrai travail de journaliste. Ouais. Et je vais aller vraiment à la rencontre des sujets. Et c'est très bien parce que Mickaël, il n'est pas avec moi pour tout ce travail de rencontre, parce que j'ai tendance aussi à avoir pas mal d'empathie. Donc je vais revenir avec des carnets d'anecdotes, d'écriture. Et donc Mickaël va faire un peu entonnoir, on va trier ensemble. Et c'est vrai qu'on est un vrai binôme, on fait tout ensemble. Sinon, le travail à la table, il est tout le temps fait à 2. Ouais. Oui, et c'est particulier à nous, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on fait tout ensemble pour l'écriture. Ouais. Voilà. On ne se rend pas compte d'ailleurs quand on est spectateur de ce travail qui est fait en amont. La question c'est justement comment vous mettre davantage en lumière les scénaristes, parce qu'on voit l'importance dans une histoire. Je crois que c'est Jean Gabin qui disait que les 3 piliers d'un bon film, c'est un bon scénario et un bon scénario. Donc bien évidemment ceux qu'on voit ce sont les acteurs qui sont en pleine lumière, les réalisateurs parfois, mais les scénaristes très peu. C'est quoi l'objectif pour justement plus vous mettre en lumière? Alors plus vous mettre en lumière, c'est vrai que j'ai l'impression qu'en télé les créateurs sont un peu plus mis en avant.
Dans le cinéma, c'est lié à la nouvelle vague, en fait, où on dit qu'ils ont voulu mettre les réalisateurs en avant et on a un peu oublié les scénaristes. Alors que du temps de Gabin, on les mettait en lumière. Michel Audiard, Henri Janson, on les connaissait plus. Et après, voilà, il y a eu ce moment de nouvelle vague, donc oui, on est un peu moins mis en avant aujourd'hui, quoi. Donc après, c'est aussi, j'essaye au maximum quand je parle du film, c'est une histoire que j'ai écrite avec Mickaël et qu'on a co-écrit ensemble. C'est je suis droitière, il est gaucher et je dis tout le temps qu'à nous deux on forme un corps d'écriture, quoi. Non, mais j'ai cette chance que d'avoir Mélanie qui vraiment là pour le coup me met toujours en avant. Mais c'est pas toujours le cas, hein, voilà, pour d'autres collègues. C'est intéressant de le souligner parce que j'ai l'impression que les femmes sont encore quand même assez rares comme scénaristes, en tout cas celles dont on parle. Il y a eu Daniel Thompson, hein, Colline Serrault, Agnès Jaoui, dans la nouvelle génération, bien évidemment Julia Ducournau. Mélanie, tu en fais partie. Pourquoi il y a aussi peu de femmes ? Je sais pas, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est des métiers aussi qui font peur. C'est marrant aussi, des fois on est parfois surpris que les femmes soient des réalisatrices. Et en même temps, je pense qu'on a tout en fait à raconter, on a tout à prendre, on a toute notre place en fait. Faut juste aller la choper. Moi, on me demande souvent quel est le conseil que je peux donner aux jeunes élèves, aux jeunes personnes qui sont en école. Je ne suis pas quelqu'un qui a forcément confiance en soi dans plein de choses dans la vie, mais en revanche, j'ai confiance en mes idées. Et en fait, quand vous allez faire un film, vous allez avoir à convaincre énormément de personnes. Je vais avoir à convaincre Mickaël. Partir avec Mickaël, pour moi, c'est jamais acquis. Je considère que c'est une chance de travailler avec lui, donc je dois le convaincre aussi. Je dois convaincre mes producteurs, je dois convaincre les chaînes, je dois convaincre les comédiens. Mais en fait, vous avez sur ce parcours-là une seule personne à convaincre, c'est vous. Si vous êtes convaincu par vos idées et par ce que vous voulez raconter, c'est fou à quel point les gens en fait vous suivent et se sont rassurés. Donc je crois que c'est ça aussi qu'en tant que jeune femme, on doit réussir à dépasser, c'est d'accepter de se dire « Ah, et puis flûte, en fait, faisons-nous confiance, quoi ». Parce que justement, pour les femmes, je pense qu'il y a aussi s'autoriser. Oui. Et moi, je sais que à côté, je fais pas mal d'enseignements, je forme des jeunes scénaristes. Et souvent, quand je rencontre des femmes scénaristes, je suis tout le temps en train de leur dire « Mais tu veux réaliser, mais réalise ». Et très souvent, elles disent « Ah bon, je sais pas ». Et j'ai un argument massu. Je dis « Tu serais un mec, tu te poserais pas la question ». Et tu peux le faire. Ils disent « Ah ben oui, c'est vrai ». Ouais, tu peux le faire. Donc ça fait voilà, c'est important, s'autoriser. Mickaël était avec moi pour Roxane et c'est vrai que Roxane, c'était donc ton premier film que vous avez fait ensemble. Ouais. Et j'étais toute jeune, j'avais 26 ans, j'avais réalisé que des courts-métrages. À la base, j'étais régisseuse et technicienne sur des plateaux de tournage. Et cette expérience est arrivée comme c'était une opportunité, une chance incroyable. Et Mickaël était scénariste, t'étais très connu, en tout cas dans le milieu. Moi, j'avais absolument rien fait. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un aussi bienveillant comme Mickaël qui vous met confiance et qui vous dit mais en fait c'est à toi de le faire ce film, personne ne peut le faire à part toi. Il faut oser, comme disait le Cabache. Les garçons également dans l'entreprise, c'est important. Ces métiers de l'ombre, ces femmes et ces hommes qui font la réussite de vos entreprises. Benoît, quel métier de l'ombre justement travaille pour le Soft FM? J'ai juste une question avant pour Mickaël, Mélanie. Vous n'avez jamais pensé à passer de l'autre côté de la caméra, c'est-à-dire à la fois être réalisateur, producteur, mais également acteur de vos films? Non. Mickaël, si vous voyez bien, il est tout le temps présent dans les films. Oui, ça va. Dans les films, il a toujours dans Roxane. À la Hitchcock. Mais un petit caméo. Mais non, franchement, c'est une idée un peu folle. C'est un autre métier. Ah, c'est un autre métier. Non, alors pour l'avoir fait, c'est déjà arrivé pour un court métrage. Le truc, c'est qu'à partir du moment où on vous filme, je parle pas d'ici parce que là, on est nous-mêmes. Mais on vous filme dans une fiction. D'un coup, vous savez plus rien faire. Vous savez plus vous lever, vous savez plus marcher, vous savez plus prendre un verre. C'est très très bizarre. C'est très compliqué. Une fois. Ça faudra tester l'expérience. Dans le prochain film. Moi, je réponds à ta question, qui était les métiers de l'ombre justement dans le Soft FM. Si on peut les évoquer. Tu parlais d'agents de sécurité. Métiers de l'ombre dans le Soft FM. Déjà dans l'entreprise en général, métiers de l'ombre, il y en a. Il y en a des dizaines, comment on dit déjà, des douzaines à la dizaine ou quelque chose comme ça. Il y a toutes les parties back-office d'une entreprise déjà qui sont clairement dans l'ombre et pour autant, sans eux, la boîte n'avance pas, incapable de piloter la boîte, s'il n'y a personne qui gère les télécommunications, les achats.
l'environnement de travail, le bien-être, etc., etc. Il y a toute la partie DRH, la partie finance, la partie facturation. Toutes ces parties-là, en fait, c'est des métiers de l'ombre, mais qui sont absolument essentiels à l'entreprise. Sans ça, l'entreprise ne peut pas avancer, ne peut pas vivre. Ça c'est la première des choses. Et après, ton point, je crois, porte plus sur les opérateurs. Ouais. Et donc, effectivement, dans les métiers du FM, donc nous, on travaille avec des gens qui, pour une partie, pas la totalité, mais pour une partie, ne sont pas présents sur les mêmes horaires que les gens qui travaillent habituellement, voilà, les autres employés, notamment sur la partie nettoyage. On nettoie beaucoup de 5h à 8h le matin ou de 18h à 21h le soir. Et donc, ces personnes qu'on ne voit pas, qu'on ne voit absolument pas, mais pourtant qui sont indispensables au bien-être de l'entreprise parce qu'ils apportent de la qualité de vie au travail, ils apportent une sécurité sanitaire, ils apportent un environnement qui est sain et agréable. Et ces personnes-là ne sont pas ou peu considérées. Donc nous, notre rôle en tant que chef d'entreprise, c'est aussi de mettre en lumière ces collaborateurs-là avec le client, avec les équipes, avec les collègues, avec les fournisseurs, avec tout le monde, en organisant différentes manifestations. Bon, il y a plein de choses qui existent pour les mettre en valeur et justement sortir ces gens de l'ombre pour montrer tout le bien-être et tout ce qu'ils apportent à la communauté pour que les choses fonctionnent. On va détailler un petit peu dans quelques instants, mais je voulais savoir aussi, Romain, dans un métier un peu parallèle, chez Rita & Sons, vous avez aussi des collaborateurs qui travaillent dans l'ombre. Vous avez parlé tout à l'heure, vous rénovez, vous créez des bureaux, mais aussi des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite. Donc c'est vrai que ce sont des métiers extrêmement importants pour que les gens qui y travaillent, les soignants, mais aussi ceux qui y habitent, s'y sentent bien. Oui, tout à fait. Bon, nos collaborateurs qui travaillent dans l'ombre, c'est quasiment la totalité. Hein. J'ai envie de dire, c'est des menuisiers, des peintres, des plombiers, enfin tout ce qui sert à ce que le dessin devienne réalité et ce que les environnements se transforment. Effectivement, on les voit peu ou pas. On essaie de les mettre en avant en les présentant aux clients, en les faisant assister à des réunions ou effectivement à des événements d'entreprise aussi de la même façon. C'est la seule façon qu'on a de les valoriser ou d'essayer de les faire évoluer aussi au gré de leurs envies parce que chacun n'a pas forcément envie de quitter un poste ou d'évoluer. Il y en a qui sont très bien dans cette fonction et qui n'ont pas forcément envie d'autre chose. Et pour ceux qui le souhaiteraient justement, quelle stratégie on développe? Est-ce que c'est une communication autour de leur métier, de leurs compétences? C'est-à-dire qu'ils veulent passer de l'ombre à la lumière? Ouais. Il faut les mettre un peu plus en lumière de toute façon. Les mettre en lumière, c'est effectivement déjà les valoriser par des événements, ça prend des choses. Et ensuite, s'ils veulent vraiment entrer dans la lumière, il faut qu'ils changent de poste. Et à ce moment-là, notre responsabilité, c'est de pouvoir les faire évoluer, les promouvoir et faire en sorte qu'ils puissent avoir... développer d'autres compétences pour atteindre d'autres postes qui peuvent être les postes de commerciaux, ceux qu'on voit le plus, les responsables de secteur, toutes ces choses-là. Ouais. Donc après, ça passe par de la formation, j'imagine aussi. Oui, formation, bien sûr, formation, des académies internes qui sont développées au sein des entreprises, permettent de développer les compétences à la fois savoir-faire et savoir-être des collaborateurs. Ouais. On le voit effectivement de ces hommes et ces femmes de l'ombre aussi dans ce petit village qui participent tous à faire en sorte que ce village garde une vie quelque part aussi. Bien sûr. Mais les maires sont complètement ces héros invisibles du quotidien, quoi. C'est des personnes qui sont à la fois techniciens de voirie, techniciens EDF, psychologues, sexologues même parfois. Et tout ça, c'est que des gens qui m'ont raconté vraiment leur vie. Et c'est fascinant de voir ce dévouement en fait que les maires ont pour leur commune, pour leurs administrés. Et c'est en ça que c'était important aussi pour nous de le souligner et de mettre en valeur voilà, ces personnes qui se pensent ordinaires alors que c'est des héros par leur action. Quoi. D'ailleurs, ça fait penser, c'est que Mélanie... a présenté pas mal le film dans une des projections. Je me souviens, il y a quelqu'un qui t'a dit « Ah, mais pourquoi vous faites des films sur nous? On n'est pas des gens importants. » Enfin, c'est révélateur, ça. Et c'était magnifique. Il disait « Mais c'est bizarre, pourquoi vous faites ça ?» Et j'ai trouvé que c'était magnifique. C'était le plus beau des compliments c'est vrai. À faire. Voilà. Mais c'est assez drôle parce qu'en fait, tu viens de décrire le profil type du DET, qui est à la fois électricien, plombier, psychologue, celui sur qui tout le monde va pleurer dans l'entreprise. Enfin, et qui peut-être en dehors même a une fonction au sein de la mairie. Mais c'est exactement ça. En fait, on pourra dire en remontant que tous les DET peuvent être maires de leur commune. Mais il y a un rapport aussi de ce qui est formidable, c'est le lien social qu'apportent toutes ces personnes et qui est indispensable à notre société, je pense.
Alors l'autre sujet qui est important, c'est celui de l'illettrisme. On rappelle dans le film, c'est Michel Blanc, Émile, qui est illettré et qui, on le voit, est totalement isolé, non seulement dans sa vie de citoyen, mais aussi dans sa vie personnelle, sa vie d'homme. Comment vous êtes venu à étudier et à développer ce sujet pour les petites victoires ? En quoi ça vous a touché par rapport à... C'est vrai que pour écrire, ce qui nous a beaucoup aidé, ça a été que j'ai passé beaucoup de temps avec des personnes en situation d'illettrisme. Je les ai suivies pendant 1 an et demi. Et en fait, je crois que c'est ça qui a fait qu'avec Mickaël, on a vraiment réussi à construire notre Émile. C'est que Émile, c'est un concentré de Claude, de Jacques, de René, de Jean-René, de Claudine. Et c'est toutes ces personnes-là. Et Émile, c'est un concentré de toutes ces personnes. Vu les prénoms qui n'étaient pas très jeunes. Voilà. Non, mais il y a aussi des très jeunes. Je pense aussi à Florence, qui a 20 ans, qui ne sait pas lire et écrire, et qui pour autant a son permis de conduire. Donc c'était ça qui a été aussi fascinant. Je suis fille de... Ma mère est prof de français et d'histoire géo, et que quand on m'a parlé de l'illettrisme, je me souviens, nous deux, on était, mais c'est pas possible qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, l'illettrisme soit encore présent quand même dans notre société. Et c'est fascinant à quel point, oui. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est que j'ai vu, donc tu m'avais montré, je me souviens pas mal de documentaires, choses comme ça, et ce qui m'a surpris, c'est de voir des gens qui sont en situation d'illettrisme, c'est vraiment pas écrit sur leur visage. C'est-à-dire que c'est des gens tout à fait intégrés dans la société, qui peuvent avoir un métier, des enfants, et qui développent des stratégies pour cacher ça. Exactement. Et c'est, moi, ça m'a vraiment bouleversé. Enfin, ça a vraiment été une des choses qui a été extraordinaire en travaillant sur ce sujet, quoi. Ce qui est important à souligner aussi, c'est que quelques chiffres, 4% des adultes âgés de 18 à 64 ans scolarisés en France sont en situation d'illettrisme. Ça fait environ 1,4 million de personnes. Plus même. De 18 à 64, je crois qu'il me semble que c'est 7 à 8%. Ah, moi j'avais ces statistiques-là, mais c'est encore plus inquiétant. Je reviens même parce que j'ai revérifié avant de venir. 55% sont... Tu vérifieras tes sources. En emploi. Oui, tout à fait. Je me permets de reprendre. Comme quoi, ChatGPT, ça fait... Je l'avais dit. En tout cas, 55% sont en emploi. Et s'ils travaillent, 30% sont ouvriers, 40% sont employés. Est-ce que vous êtes également dans vos métiers et dans vos entreprises confrontés à l'illettrisme ? Complètement, chaque jour. Romain, c'est... Oui, après, c'est quand même difficile de détecter parce que c'est pas des postes qui sont généralement dans l'encadrement ou au bureau. C'est des gens qui sont quand même sur chantier, ouvriers. Donc, qui veulent rester invisibles. Qui veulent rester invisibles. Donc, c'est quand même... Déjà, c'est un sujet compliqué à aborder. Et puis, il faut le détecter, quoi. Ouais, tu le détectes souvent pendant les formations. Et donc, tu les formes sur soit des certificats Certibiocide qui te permettent de faire de la DERAT ou tout type de formation. D'ailleurs, nous, on a une académie qui permet justement de détecter ça. Et dès la première journée, en fait, tu donnes le manuel, tu travailles sur différents modules, etc. Et puis la personne répond systématiquement à côté. Et quand tu lui dis, elle dit « Ah oui, non, mais en fait, je savais ». Et à la 3e, 4e fois, c'est là où tu commences à dire « En fait, elle ne sait pas lire. C'est pas possible. » Donc, on la prend en part, on lui dit mais il y a un problème, en fait, je comprends que tu as des difficultés à lire. Et là, les personnes se révèlent. Alors, on a celles qui s'effondrent, celles qui réagissent parfois avec agressivité. Bien sûr. Voilà, ça arrive, la défense. La défense. Celles qui admettent et qui disent, justement, puisqu'on en parle, j'ai jamais osé en parler, comment tu peux m'aider, etc., etc., etc. Mais c'est l'illettrisme en France est d'une part très présent, dans nos métiers avec Romain, ultra présent, puisqu'on a des métiers qui sont plutôt faiblement qualifiés. C'est difficile de le détecter. Quand on l'a détecté, il faut savoir le traiter. Il faut savoir le traiter avec bienveillance. Voilà. Et ce n'est pas la même solution pour tout le monde. Une entreprise sur 2 est touchée par l'illettrisme parmi ses employés. Donc justement, vous arrivez quand même à le diagnostiquer via ces questionnaires. Chez toi aussi ? Nous, après, les formations, tous nos salariés n'ont pas forcément accès à des formations, parce que, comme on disait tout à l'heure, ça dépend aussi de ce qu'ils veulent faire. Les formations, c'est plus des formations terrain, où il n'y a pas forcément de questions, réponses, de formulaires à remplir. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en a pas détecté.
directement dans notre entreprise. C'est un sujet sur lequel on a du mal à répondre pour le coup. D'accord. Quelle stratégie on peut déployer justement pour épauler ces collaborateurs? Il faut les accompagner en fait. Il y a tout un tas d'organismes et d'associations qui existent en France. Il y en a une qui est je la cite, c'est pas pour faire de la pub, hein, c'est juste parce que c'est une de celles avec qui nous on travaille qui s'appelle BABA, voilà, et donc qui permet d'accompagner les collaborateurs. Nous on les rémunère, on passe ça sur des temps de formation qui sont bien évidemment rémunérés. Le client, puisqu'on travaille ça avec des clients, accepte de dédier un temps dans les locaux pour qu'on puisse dispenser la formation, et puis on dispense la formation. Alors dire que on les amène en 2 ans à faire hippocagne-cagne, ça arrive jamais, mais en tout cas qu'ils sachent se débrouiller dans 100% de leur quotidien, c'est l'objectif qu'on se fixe systématiquement. Est-ce qu'il y a aussi une question de sensibilisation auprès des autres collaborateurs? Bien sûr. Et ça se passe comment? En fait, souvent, nous, on est les derniers informés avec Romain des personnes en situation d'illettrisme. Mais entre eux, parfois, ils se confient. Donc, nous, on n'a pas ce rôle de sensibilisation. Alors, bien sûr, on dit, si vous détectez un cas, dites-le nous, on saura le traiter avec bienveillance, ces choses-là. Malgré tout, ça se passe assez rarement. Mais entre eux, ils le savent. Et donc, chacun est plutôt bienveillant avec son collègue. Ouais. J'ai trouvé beaucoup de bienveillance sur le sujet. Ils ont souvent besoin d'un complice d'ailleurs, d'un partenaire en fait de vie. C'est ce qu'on raconte dans Les Petites Victoires. Émile, il a eu jusqu'à la fin le début, quand le film commence, son frère qui était sa moitié, qui était ses yeux, qui était son regard. Et donc c'est comme ça que les personnes en fait arrivent à rester invisibles aussi. Ils ont des partenaires de vie. Aussi ce que vous avez repéré dans toutes les recherches que vous avez fait en amont, en préparation de ce film, justement dans les gens que vous avez rencontrés. Ouais. Espèce de duo qui se... Ils ont forcément besoin d'un binôme, mais après, ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ils ont mis en place donc, des stratagèmes et aussi, ils ont comblé comme un sens. Donc, ils ont une mémoire photographique complètement incroyable. Presque tous ont leur permis de conduire. Donc, vous vous dites, mais comment ils peuvent passer leur permis sans savoir ni lire ni écrire? Donc, ils vont apprendre en fait tous les panneaux, mais de manière photographique avant, et ils vont avoir leur périmètre. Donc, et ils ne vont jamais... C'est ça, ils s'enferment quelque part dans un périmètre. Exactement, qui est leur bulle de sécurité en fait. Ce qu'on voit très bien dans le film, effectivement. Les seniors, c'est aussi une thématique dans ce film. L'intégration des seniors, c'est un sujet de l'actualité dans l'entreprise. Votre film met justement en lumière les difficultés rencontrées par les seniors dans une société qui évolue de plus en plus vite. Pourquoi avoir voulu mettre l'accent sur ce sujet également ? Les seniors, justement, l'importance aussi dans le lien de la société. Oui, alors c'est parce qu'on trouvait de toute façon que c'était assez joli, comme on avait une mère qui était assez jeune, c'était assez joli qu'elle se retrouve avec cet homme plus âgé, et ça faisait un pont de génération. Il y avait quelque chose qui nous touchait aussi là-dessus, quoi. On trouvait qu'il y avait... Et puis, c'est vrai que c'était beau de voir un personnage en situation d'illettrisme se dire, mais donc il a vécu toute une vie quasiment sans savoir lire, et on trouvait qu'il y avait quelque chose de très fort. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment l'idée, d'un pont de génération. Un pont de génération. Et un lien aussi. Voilà, et un lien. Et on trouvait comment ils arrivaient à trouver des liens, et qu'ils allaient parler, évidemment. C'est pour ça qu'il y a une scène, à un moment, il l'inscrit sur Tinder, parce qu'on trouvait ça marrant, justement, qu'il parle aussi et de séduction, et de rapports amoureux, de tas de choses. Alors évidemment, lui, il est resté plutôt sur les lettres, elle est sur Tinder. Bon, voilà, il y a deux. Alors c'est un sujet, effectivement, aussi dans le milieu du travail. En France, 59% des personnes âgées de 55 à 64 ans ont un emploi, contre quasiment 83% pour les 25-49 ans. Romain, Benoît, votre politique d'intégration des seniors, comment elle se transcrit et qu'est-ce que vous estimez qu'ils apportent à vos entreprises ? Nous, les seniors, on a dans l'entreprise, ils sont déjà intégrés pour le coup, parce qu'ils nous accompagnent depuis déjà 20 ans, donc ils ont eu le temps d'évoluer chez nous. C'est un vrai point fort pour l'entreprise, parce qu'ils ont du recul, ils ont un rôle de formateur, d'expérience. Donc pour nous, c'est très bien qu'ils soient là, et on ne compte pas du tout s'en détacher. Après, il faut en passer par de l'aménagement du temps de travail, il faut essayer de s'adapter à eux aussi, et ça paraît important au sein de l'entreprise. Benoît ? Pareil.
Mec facile à interviewer. C'est important aussi dans peut-être la transmission des savoirs par rapport aux Exactement. autres générations. En fait, chacun apporte sa pierre à l'édifice au sein de l'entreprise. Et donc, avec les seniors, tu vas acquérir du savoir, sachant que nous, dans nos métiers de service, il y a une grosse partie que les Anglais appellent le knowledge management, c'est-à-dire ta capacité à transférer le savoir d'une personne qui a l'expérience sur, j'en sais rien moi, un matériel, quel qu'il soit, et pouvoir le transférer à le petit jeune qui arrive. Je prends un exemple. Avec une de mes boîtes, on fait la maintenance électromécanique de toutes les infrastructures autour d'un avion dans les aéroports. Il s'avère que parfois on intervient sur du matériel qui a 25-30 ans, pour lesquels les plans ont été complètement perdus. Et la seule personne qui sait maintenir ces matériels-là, c'est celui qui est là depuis 25-30 ans. Voilà. Et si ce mec-là part, ou cette dame, peu importe, c'est fini. Ouais, en fait, c'est terminé. Je me rappellerai toujours à Nantes, dans l'usine Mondelez de Nantes, qui était là où ils faisaient les pailles d'or, il y avait encore cette ancienne machine, là, cette espèce de rouleau qui fait les alvéoles de la paille d'or. En cuivre, et le directeur d'usine nous disait vous devez maintenir toute l'usine, sauf cette machine, personne n'y touche. Je dis ah bon, mais pourquoi personne n'y touche? Il me dit elle a 100 ans, on ne sait plus la régler. Donc si vous la déréglez, on ne sait plus sortir une paille d'or en France. Voilà. Mais c'est exactement ça. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette gestion du savoir depuis le senior jusqu'à la nouvelle génération. La transmission. Et ça, quelle que soit la génération, en fait, ça existe, c'est réel. Et l'histoire de la paille d'or est bien réelle. De façon collégiale, comment on peut encore mieux intégrer aujourd'hui les seniors, déjà dans notre société et dans l'entreprise en général? Pour mieux les intégrer? Ouais, parce qu'avec ce monde qui bouge. Je pense que c'est important qu'il y ait des points de rencontre. Je pense que nous, la culture, par exemple, on a une très belle mission qui est de donner envie aux gens de passer des moments ensemble. Je trouve qu'aujourd'hui, on perd cette importance avec tout ce qui est la technologie, nos portables. On est de plus en plus connectés, on a tendance à pas mal s'isoler. Et je trouve que c'est justement la culture doit être un moyen d'essayer de rassembler et de faire en sorte que les gens vont passer un moment ensemble, que ce soit des grands-parents, que ce soit des parents avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Et que, voilà, aujourd'hui... on a plaisir à profiter d'un moment, mais c'est le lien social, c'est le mot ensemble. Ce qu'on voit dans le film, avec ces lieux, le bar par exemple, d'essayer de préserver ces lieux qui disparaissent petit à petit des petits villages et qui sont des lieux de rencontre et d'échange finalement, et de transmission. Complètement. Pareil dans l'entreprise? Pareil. Mickaël, tu veux ajouter un truc? C'est parce que là, j'ai entendu, ils essayent de passer une loi en ce moment pour donner des licences 4 dans les petits villages. Exact. Je me suis dit, je pense que c'est la loi des petites victoires. Parce que ça a fait les petites victoires. Pour que ça soit plus facile, effectivement. Parce qu'on voit ce truc, oui, ça crée du lien, et je suis tout à fait d'accord. C'est ça, trouver des moments où on se rencontre, on se retrouve. C'est vraiment important. Mélanie, Mickaël, ça file à une vitesse cette émission. Votre premier film ensemble, c'était Roxane, c'était avec Guillaume de Tonquédec et Léa Drucker. Là, c'est donc votre deuxième film, Jamais 203. Est-ce que vous continuez l'aventure ensemble? Je laisse Mickaël répondre. Ah oui. Là, alors ça fait déjà presque 2 ans qu'on est sur le nouveau. Et là, on va être dans le monde de l'entreprise, puisqu'on est sur une SCOP, c'est-à-dire donc une coopérative, des ouvriers qui reprennent leur entreprise. Alors, je ne dis pas quoi, comment, mais voilà, c'est le thème. Donc évidemment, le monde du travail, ça nous parle. En province également, vous tournez? En Bretagne. En Bretagne. Avec Mélanie, j'ai pas trop le choix. Je crois que le début du tournage a lieu au mois de septembre. Peut-être. Quelles étaient, pour terminer, votre petite victoire du jour à chacun d'entre vous? Est-ce que vous avez eu une petite victoire aujourd'hui dans votre entreprise, quelque chose qui... Voilà. D'être ici. D'être ici? Oui, tout à fait. Benoît? Pareil. Pareil, ce soir. Petite victoire dans la journée. Petite victoire. On a eu une petite victoire. Voilà. Tous les deux. On a eu une belle petite victoire. On a pitché notre histoire à nos producteurs et ils ont trouvé ça super. Donc, ouais. Voilà. Donc c'est fait, c'est signé. C'était une petite victoire. Parfait. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci messieurs. Merci Alexandre. Rita Hanson et Zéis. Merci aux autres partenaires de Carré VIP, Rosas Group, Éloïc Mazière, 3DS Group, Marvin Douard. Merci à Benjamin Souhaité à la Réal. Tiens, on est spécialisé dans l'image, semble-t-il, dans la famille Souhaité. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Ezéis, Rita Hanson, Rosas Group et 3DS Group ont été heureux de vous présenter Carré VIP.